Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10. Et la rediffusion, cette fois-ci, c'est le vendredi à 8h20, juste avant l'émission Canal Presse. Je dis merci à tous les internautes qui nous écrivent depuis les États-Unis, la France, la Belgique, dans le Congo profond, au niveau de Brazzaville. Nous vous disons merci pour la confiance. Votre émission de ce soir, Ecopole, ou de la journée du vendredi, pour ceux qui vont devoir nous suivre cette fois-ci en rediffusion le vendredi, reçoit une grande personne de la République démocratique du Congo, une personnalité. Il n'a pas fait la politique, mais il a travaillé comme tous les êtres humains. Il a apporté sa pierre à l'édifice, à la construction de ce pays. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de conseils. Cette émission, c'est pratiquement une émission pédagogique, où nous allons apprendre. Nous allons découvrir la grandeur du travail, nous allons découvrir l'amour du pays, comment est-ce qu'on peut faire pour aider son pays à aller de l'avant. Ce soir, je reçois M. Sasanzila Raphaël. Il est président de la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Il est aussi propriétaire de la ferme agro-pastorale d'Iboulou. Nous sommes dans le Congo central. Avec lui, nous allons devoir parler de sa vie professionnelle, de son parcours scolaire, son cursus. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Papa Sassa, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, bonjour. Bonjour pour ceux qui vont devant ça en rediffusion. Cette fois-ci, c'était le vendredi matin. Très bien. Voilà. Merci, je suis vraiment content de vous recevoir chez nous, chez moi ici à Kintambo, pour cette émission que je trouve très importante parce que nous avons besoin de donner des conseils à la génération future. Très important. Tout ça, et puis voilà, quoi. Vous avez un calendrier tellement chargé, c'était pas facile de vous avoir. Nous avons insisté, nous avons voulu vous approcher pour d'abord avoir l'expérience, pour avoir votre témoignage, pour avoir vos encouragements par rapport à l'avenir, par rapport au combat des humains, au combat au quotidien. Est-ce qu'il y a moyen de vous présenter d'abord? Vous êtes né où? Comment ça s'est passé? Comment vous avez étudié votre présentation, vous, Papa Sassa? Bon, vous venez de dire, je m'appelle Raphaël Sasanzila. Je suis originaire du Bas-Fleuve. C'est l'actuel Congo central. Du Bas-Fleuve au Congo central, province du Congo central. Je suis né exactement à Boma. À Boma, voilà. À Boma. Et j'ai en fait, comme on va le découvrir, un parcours comme tout le monde, comme tous les gens de notre génération. C'était pas la grande richesse, c'était pas la grande pauvreté non plus. C'était avant l'indépendance, il faut le rappeler. C'était avant l'indépendance parce que je suis né en 1945, et j'ai commencé mon école primaire en 52. Donc c'est ça, avant l'indépendance. Avant l'indépendance. C'était encore la rigueur des Blancs à l'époque. Mon cher ami, c'était quelque chose. Et alors, surtout qu'avec les frères des écoles chrétiennes, c'était vraiment une discipline, une rigueur. Mais ça a apporté, c'est que nous gardons toujours le bénéfice de ce travail de discipline. Donc le matin, vous partez à l'école primaire, comme tous les enfants. C'était facile ou c'était comment? Parce que à l'époque, c'était les parents, la plupart des parents n'avaient pas étudié, ce qui était tout à fait logique. Mais c'était des grands sages. Alors ils ont voulu que les enfants puissent aller à l'école. Et vous avez commencé l'école primaire, c'était où? Et donc, comme je venais de dire, j'ai fait mon école primaire à la colonie scolaire de Boma. Et vous savez, comme vous venez de le dire, hein, c'était pas, nos parents ne savaient ni lire ni écrire, mais ils avaient leur manière de nous suivre, de nous aider à étudier et tout cela. Et que le parcours n'était pas facile parce que généralement, nous étions souvent vite orphelins, hein, de père ou de mère. Et malgré cela, les parents qui restaient tenaient absolument à ce que l'enfant à l'école. Je vous dirais que, par exemple, nous, moi j'ai habité à Boma, ce qu'ils appellent aujourd'hui Boma 2, eh ben, c'était pratiquement 5 km de l'école. À 5 km? Ah oui. Là, vous étiez très jeune encore. Très jeune, et on se levait très tôt matin, attention, ne dormez pas 10 minutes de plus parce que la maman venait, vous regardez et puis vous partez. Et ce qui est bien, et puis à midi, il y avait le repos.
À 12 heures. À 12 heures. Et puis on revenait, on se reposait un peu, et 14 heures, on dirait que c'était bien aussi adapté, parce que quand le soleil commençait à décliner, nous rentrons pour les après-midi. Ah. Voilà. Comme alors ça, vous avez deux vagues au fait. Deux le vagues, matin et puis l'après-midi. Ouais. Ok. Et donc, ce qu'il y a aussi, le gros donc, du cours était dans la matinée. L'après-midi, c'est pratiquement 1 heure ou 2 heures de travaux manuels, des trucs comme ça. Et alors, ce qui est terrible, c'est que quand vous finissez l'école, vous ne pensez pas que vous allez rentrer à la maison comme ça, vous devez aller récupérer maman qui vient du champ. Oh. Ah oui, sur la route du champ et tout ça. Au-delà de la fatigue scolaire. Et la fatigue et tout ça, et voilà quoi. Non, c'était pas facile, mais c'est comme si quelque chose qui nous portait au-delà des difficultés. Une force interne. Une force interne qui faisait qu'il faut aller de l'avant. Je vous apprendrai que moi, à l'âge de 10 ans, j'étais déjà dans une boulangerie. Et encore, attention, avant d'aller à l'école, je travaillais dans une boulangerie. Wow. Et déjà à 4 heures du matin, tu te levais pour aller travailler à la boulangerie. Mais comme j'étais tout petit, mon travail n'était pas de faire le pain parce que c'était trop dur pour moi. C'est juste aider les autres. Aller chercher de l'eau dans le noir. Attention, parce qu'il y a la fontaine qui était un peu plus loin dans le noir. Vous allez chercher de l'eau. Mais dans le noir, vous ne savez pas, on avait toujours peur quand on était petit, comme ça, les animaux, des trucs comme ça. Et alors, si vous voulez, notre avoir ou notre paiement, c'était le pain qu'on vous donnait. Et ce pain-là... Et ça suffisait. Ça suffisait et ça permettait à mes frères et sœurs de prendre un petit déjeuner avant d'aller à l'école. À très jeune, déjà, vous avez cette responsabilité-là. Mais c'est incroyable, c'est comme si quelque chose qui... Le dessin, c'est quelque chose, papa. Vous êtes déjà préparé dès le bas âge. J'ai l'impression quand même. Et vous finissez votre école primaire, je crois. Vous allez où après? Et donc j'ai fini en école primaire. Donc j'avais commencé à 52, j'avais fini en 58. Et quand mon frère était venu à Kinshasa, il dit... plutôt que de faire le secondaire là-bas, les humanités, vous venez me rejoindre à Kinshasa. Ah, la grande mégalopole. Voilà, la mégalopole. À ce moment-là, c'était Kintambo, c'était les coins, il n'y avait pas tant de monde, tant de population. Il m'a fait inscrire à l'Institut Léopold III pour mes humanités techniques. C'est dans quelle commune, ça, Léopold III? C'est à Gombe, c'est actuellement l'IPJ, comme ils appellent ça l'IPJ. Voilà. l'IPJ, je vois. Et c'était pas un hasard, c'est qu'il avait un ami qui avait étudié là-bas en mécanique générale. À l'époque, c'était la mécanique générale, c'était... C'est ça qui primait, quoi. Ah oui, qui primait, tout ça, mécanique automobile. Et il m'a fait inscrire là-bas. Et encore, le destin qui a joué, c'est que le destin, à un moment donné, on s'approchait de l'indépendance. Et il y avait ce qu'on appelait l'école technique des Blancs. Ah, l'école technique des Blancs. Il y avait des Blancs qui n'avaient pas des Congolais. Ah, des Noirs, en fait. Des Noirs. Des Noirs. Voilà. J'avais essayé de sélectionner 10 Noirs. Et je suis parti de ces 10 Noirs qui se retrouvent à ce moment-là à l'école technique de la Gombe. Avec des Blancs. C'était quand même un changement radical pour vous. Vous venez dans votre contrée très jeune avec vos frères. Vous allez étudier avec, à l'époque, des petits Blancs comme vous. Vous étiez très jeune. Très jeune. C'était quand même un choc. C'était des cultures différentes, quoi. C'était sans complexe, au fait, aussi. Je vous dis, comme au départ, quand je vous ai dit qu'on était porté par quelque chose qui fait que, en fait, il n'y a rien qui t'arrêtait, quoi. Il n'y a rien qui pouvait t'arrêter dans ton évolution. Les Blancs étaient là, nous chuchotaient un peu, mais ça ne pesait pas. Mais je devais continuer à étudier. Mais au moment de l'indépendance, effectivement, maintenant, comment les jeux avaient changé dans le sens que les Blancs étaient partis et maintenant nous étions nous les Noirs. Plus les Noirs et quelques Blancs. Quelques Blancs, oui, il y avait quelques Blancs. Monsieur Boulet, qu'on voyait encore après, il était avec nous à l'école technique. Et finalement, on a évolué comme ça. Et en dernière année, en 6e année. Et puis d'ailleurs, la promotion qui était vraiment la promotion des Noirs, c'était avec des Nzeza qui étaient à la SNEL. Des têtes comme ça qui. Enfin, je n'ai pas retenu encore, je n'ai pas le nom en mémoire, mais c'était notre référence, quoi, Et nous avions quelqu'un qui portait aussi le nom de l'école
Plus loin, c'est Mambrogène. Ah, Mambrogène. Mambrogène a terminé à l'école technique en fait. Ok. Il a continué au campus après. Et nous le voyons, quand nous voyons revenir faire son stage chez nous, c'était... C'était des doyens, Ah des ouais. Vous voulez ressembler à eux. Ouais. Ressembler à eux et tout. Ah mais c'est normal, il fallait avoir des modèles, des références. Tout Hein. à fait. Et surtout que c'était des frères à vous, Ouais, c'était vraiment. important. Ouais. Et après l'école secondaire, vous êtes parti où? Donc, à l'école secondaire, en dernière année, nous avions comme ministre de l'Éducation nationale Michel Collin. C'était un métier comme ça qui avait un seul bras, qui était amputé d'un bras, comme ministre de l'Éducation. Et la GCD, qui était la centrale de développement de la Belgique, voulait donner des bourses d'études aux Congolais pour aller étudier à l'étranger. C'est l'agence gouvernementale de développement, la GCD. Et alors, à ce moment-là, on a fait un concours national. De manière libre. Libre, tout ça. Sans parti pris. Sans parti pris. Tu vois l'esprit qui était bon à Kinshasa. L'égalité de chance. L'égalité de chance. Et c'est là qu'on a retenu. On m'a retenu aussi pour aller faire les études d'ingénieur à Saint-Luc, à Mons. Ah, donc, après, il faut dire que vous avez réussi à ce concours. J'ai réussi à ce Et là concours. encore, maintenant, il fallait encore quitter, non seulement Léopoldville de l'époque, mais aller à l'étranger. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Hein. Je ne sais pas où tu Vous ne passez que des étapes sur étapes. Sur étape, et je vous donnerai l'anecdote que j'ai retenue encore, c'est que le jour que je dois prendre mon avion, on partait de la tenue royale. Et alors mes frères, ils disent, mais vous allez où là? Et la veille, excusez-moi papa, mais comment vous avez dormi un peu la veille? À l'idée de savoir que vous allez quitter le pays, est-ce que le sommeil était normal? C'est compliqué. C'était compliqué. Et alors, non seulement ça, parce que pour voyager, il faut avoir les documents. Les documents, bien sûr. Alors, on vous appelle l'ambassade de Belgique. Pour aller voir si le visa, c'est quoi ça le visa? C'est quoi? C'est pourquoi? C'est quelque chose, quoi. Tu dors pas, hein? Tu dors pas. Et mes frères et soeurs qui m'ont accompagné à l'Athénée, j'avais des larmes. On ne sait pas où tu vas. Je dis, moi aussi, je ne sais pas où je vais. Je vais étudier. Mais Dieu seul sait, je vais étudier. C'est comme ça qu'on prendra l'avion Sabena. Et... Vous êtes au nombre de combien? Il y avait quelques noirs avec vous aussi? Oui, par exemple, à Mons, au fond, on était à Mons en Belgique. En Belgique, hein. En Belgique, quand je suis parti, notre groupe, il y avait une dizaine de personnes. Et ça réconfortait quand même. Ça nous réconfortait parce qu'on se retrouvait dans l'avion, on dit, ah, tu es là, toi, oui, tu es là. Ok, bon. Okay. C'est rassurant quand pas facile, hein. Pas facile. Et surtout quand tu arrives à Mons, on rencontre des aînés. Les aînés comme Kiakwa Makakisiki. Ah, lui, il était déjà là-bas. Il était déjà là. Il y a Paul Louvia. Tout ça, nos aînés qui étaient là. Bon, ils ne nous ont pas trop réconfortés en disant quelqu'un vous connaît, vous vous amusez à Kinshasa, si vous venez ici, vous n'allez pas réussir. Ah, vous êtes déjà prévenu, hein, oh, ça voulait dire qu'ici, il faut redoubler d'ardeur. Ah oui, ici. Et alors voilà, quoi, on se retrouve là. Et ce qui est quand même bien, c'est que l'État belge nous a accompagnés dans quel sens? Ils ont remarqué qu'il y avait quand même des déficiences un peu dans l'enseignement aussi, dans certains cours. Nous avons dû faire les maths sciences. En arrivant, il y avait l'année préparatoire. Ah, c'était important, la mise à niveau. Mise à niveau. Et moi, j'étais à Saint-Luc, à l'école Saint-Luc, l'école d'ingénieur, mais il fallait faire les maths sciences. Et après les maths sciences, vous passez un examen. Ah, c'était bien figuré ça. Ah oui, c'était pas facile. C'était pas facile parce que, je vous dirai à la fin, la première en deuxième, sur les 8, j'étais seul qui était passé en deuxième. Oh là. C'était compliqué. Et mes copains, mes collègues peuvent le certifier. Le rythme était un peu élevé aussi. Oui, élevé. Et après, on ne permettait pas quelqu'un de... Et j'arrive en deuxième tout seul, pris un peu entre les choses, c'était pas facile. J'ai eu quelques couacs, je ne vous le cache pas. Problème d'adaptation. L'adaptation, et on a
demandé pour qu'on puisse me rabaisser, si tu veux, de niveau, quoi. Au lieu de faire les ingénieurs, faire par exemple la régence ou le graduat. Je dis niet. Moi, je suis venu pour les ingénieurs. Je reste. Et ça, ils ont beaucoup apprécié. Et les années après, je suis passé sans problème jusqu'en 4e ingénieur et tout cela. Et vous avez côtoyé le froid pour la première fois? Je vous dis pas seulement le froid. Pas seulement le froid. Parce que ce qu'il y avait, on était arrivé en septembre-octobre. En fait, septembre-octobre, non, heureusement, c'était plutôt fin août. Il y avait une petite adaptation quand même par rapport au début du froid. L'entrée en plein hiver. Voilà. Mais après, mon frère, je vous le dis, on se lève au matin, il fait noir. Oh, mais le matin. C'est le matin, il faut aller à l'école. Quel contraste. Mais comment ça? Et vous allez dans le noir, vous allez à la faculté. Le soir, quand vous avez fini vos laboratoires, il fait déjà noir dehors. Je dis, mais c'est quoi comme histoire ici? C'est quoi comme histoire? Et non seulement ça, alors après la neige, on n'était pas habitué avec la neige. Combien de fois on se mettait par terre, on glissait, puis les gens rigolaient. Ils viennent d'arriver, ils savent pas comment ça se passe ici. Comment ça se passe ici? Mais ça va. Après, il y a eu l'adaptation. On s'intègre même dans la nourriture, la façon de manger avait changé, le vestimentaire. Et puis, vous terminez en Europe, à Mons, je crois, en Belgique. Et à Mons, je vous dirais aussi, c'est que je reviens toujours sur un problème de discipline de vie et de destin aussi. À ce moment-là, quand je suis arrivé, c'est Kakoma qui était le président des étudiants étrangers à Mons. Ah, étrangers? Oui, président des étudiants étrangers. Voilà. Les Africains, pas que les Congolais de l'époque, mais étrangers. Et au moment, lui, il quitte Mons, je suis appelé pour dire vous allez récupérer le poste, vous allez vous représenter les étudiants étrangers. Mais pourquoi ça? Non. Vous avez choisi, vous représentez. Et c'était mon premier contact déjà avec le public. Le public, pour parler un grand public en plus. Des étudiants. Multiculturel. Multiculturel et tout ça. Mais on ne se sent pas à l'aise. Je n'ai jamais à l'aise quand on est en public, devant le public. Je ne sais pas comment les autres font, mais c'était pas votre dada. Mais ça passait bien. Okay. Et comme ça, je suis resté plusieurs étudiants étrangers de Mons. Et d'ailleurs, même après, ici à Kinshasa, j'ai été pris comme vous avez continué le président des étudiants. Maintenant, les anciens de Mons qui sont maintenant ici. Vous avez continué à être président pendant 2 ou 3 fois comme ça. Après, bon. Et puis il y a les autres aussi, qui ont repris, comme Faustin Paco, qui était ministre des choses, lui avait repris aussi comme président des étudiants. Ok. D'ancien de Mons. Bref, voilà, et puis je reviens au pays. Ah, donc vous avez fini là-bas. J'imagine que pour des Blancs, un Noir qui termine ici, il peut rester ici. Vous n'avez pas eu de tentation pour rester? Alors qu'il y avait du travail, il faut le dire, à l'époque en Europe, il y avait du travail. Et vous avez le niveau certifié. Donc vous aurez dû rester, travailler en Belgique. Et pourquoi revenir dans ce pays? Non, mais d'abord, vous me poussez à donner mes secrets, à livrer mes secrets, là. Vous me poussez à livrer des secrets, là. En fait, à l'école d'ingénieur de Mons, c'est un lieu qui était le premier Africain. En plus. Être diplômé. En plus. Ouais. Premier Africain à l'école Saint-Luc à Mons. Et j'ai bénéficié, c'est le premier événement qui m'avait marqué, c'est que nous sommes à la maison, je suis déjà marié avec et on vient sonner à la porte. À cette heure-ci, je vois deux curés, parce que l'école, c'était l'école catholique. Je vois 2 vice-recteurs. Je commence à trembler, je dis ça y est, on va me retirer mon diplôme. Enfin, il y a un problème. Non, il venait me déposer, me remettre le diplôme d'honneur. L'école d'ingénieur de Mons. C'était là le déclic. Je me dis, Dieu soit loué, merci Seigneur. Et les gens que je prenais pour des grands racistes, parce que en fait, ils ne regardaient pas, mais c'est eux qui sont venus en main propre. Ça, c'est le premier événement qui m'a vraiment marqué pour dire que l'humanisme. Voilà, l'humanisme, et quelque part, c'est pas toujours une question de peau.
c'est la valeur de l'individu, de la personne, la discipline, le travail. C'est extraordinaire. Ça manque jamais. Ça manque pas. Et puis ça m'a marqué parce que pour dire que l'humanisme est là, il y a des peuples qui ont de la hauteur, quel que soit leur préjugés, leur faiblesse, mais et tout ça. Ils savent reconnaître les valeurs. Ça m'a marqué. Ça m'a fait beaucoup marquer. Parce qu'il faut dire que ici, le regard que le noir avait vis-à-vis du blanc, c'était entre guillemets quelqu'un d'un peu plus supérieur à l'époque. Mais là, vous avez des blancs qui viennent reconnaître les valeurs intellectuelles en vous. Donc ça vous rassure, vous dites ouais, nous sommes égaux pratiquement. C'est un peu ça le message. Absolument. Et ça fait chaud au cœur. Franchement, c'était pas le premier événement, parce qu'il y aura un autre dernier événement, mais celui-là, et même mon épouse n'a rien compris. C'est inoubliable. Inoubliable. Ouais. Vous décidez de rentrer ici au Congo, toujours à l'époque. Et le président, c'était qui? Le président Mobutu à l'époque. Vous rentrez, plusieurs années passées en Europe. Il y a maintenant ce changement de civilisation, il faut le dire. Là-bas, c'était un peu plus modernisé. C'est vrai que le Zaïre de l'époque n'était pas si mauvais que ça, mais il y avait quand même un grand retard où il fallait remettre les choses à leur place, retravailler. Vous cherchez de l'emploi ici. Et comment ça s'est passé? Et d'ailleurs, hein, je sens patriotique. Si vous voulez, l'attachement au pays fait que nous avons été sollicités là-bas en Belgique. Ah bon? Ah oui. Il y a le groupe belge qui est venu me voir et tout ça. Vous avez un poste. Vous venez déjà travailler, vous pouvez travailler, vous avez... Mais, quelque chose qui disait, le gouvernement vous a soutenu, ce pays-là vous a soutenu pour faire ses études. Vous devez lui rendre l'ascenseur. Pour rendre l'ascenseur. Et alors, à ce moment-là, le temps de Mobutu, le Zaïre, comme vous disiez tout à l'heure, avait quand même un esprit de développement. Il était vraiment sur une rampe de développement. Il y avait ce qu'il appelait le service civique. Le service civique. Le service civique. Ah, c'est important. Important. Donc, vous avez la bourse du gouvernement. Mais quand vous avez fini, vous devez rendre au pays ce que le pays vous a donné. Ah, c'était automatique, hein? 2 ans de service civique. Et nous, ça ne nous gênait pas du tout, dans la mesure où c'est un devoir. Et vous travaillez pour l'État. Pour l'État. Vous êtes obligé de mettre votre intelligence pour le bien de la population, de vos frères. Voilà. Ah, et là, vous avez fait avec beaucoup de joie. C'était un plaisir pour vous de montrer aux autres ce que vous avez appris aussi. Ouais, exactement. Et là, vous avez commencé où à l'époque? À l'époque, je suis engagé par... il y avait un concours à l'Air-Zaïre. Air-Zaïre à l'époque. À l'époque, c'était vraiment un grand Air-Zaïre. Air-Zaïre. Le top. Le top. Alors on venait d'ailleurs, il y avait des projets d'acquisition des nouveaux aéronefs. Le DC-8, le DC-10. Très moderne. Très moderne pour remplacer les avions comme les Beechcraft, comme les comment on appelle ça, les turbopropulseurs comme les Fokker, les DC-3, les DC-6. Il fallait tout remplacer. Mobutu voulait une compagnie avec des avions neufs de haute portée. Et nous, on fait un concours à l'Air-Zaïre, on se présente et on a été retenus. Il y avait 5 ingénieurs qui ont été retenus par ce concours-là. Et la chance que nous avons, c'est que celui qui était à la direction technique, c'est aussi un ingénieur civil de Liège. C'est M. Militoni. Donc c'est pratiquement dans les mêmes formations. Même formation. Et alors, un garçon très sobre, très discipliné dans le travail, un des premiers ingénieurs de l'université de Liège. Okay. Et donc, il nous prend, et alors, il nous impose une discipline. On dit, attention, l'avion, c'est comme un être humain. Un avion qui tombe, beaucoup de gens meurent et tout ça, donc il y a une responsabilité énorme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous êtes ingénieur, très bien. Mais vous travaillez, vous faites la permanence, comme les ouvriers aussi. Et donc, on choisissait les ingénieurs le soir, par exemple une semaine, tous les soirs, vous allez travailler en permanence à Angély, avec les techniciens là, vous passez la nuit là-bas. Vous passez la nuit.
Vous voyez un peu leur difficulté, leur truc. Mais on ne touche pas un avion comme on touche une voiture ou une bicyclette. Il faut absolument une formation. On choisit 4 ingénieurs. On va en France, à l'UTA, l'Union de transport aérien au Bourget en France, pour la formation. Vous repartez encore pour l'Europe. Et on passe 3 mois, certificat confirmé par l'entreprise, et on revient par ici. Parce que 4 ingénieurs, on dit 2 ingénieurs au niveau du sol des entretiens, 2 bureaux d'études. Okay. Un pour les moteurs et les réacteurs, et l'autre pour tout ce qui est cellules et systèmes. Okay. Et moi j'étais pris pour les cellules et systèmes, pour le centre de gravité des avions et tout comme ça. Et alors on a commencé à travailler. Et une chance encore pour moi, c'est qu'à un moment donné, c'est les nouveaux avions. Ah. Comme c'est les nouveaux avions, nous n'avons pas les éléments. Il faut encore il faut repartir. Vous êtes reparti? Parti tout seul. Ah, cette fois-ci tout seul. Pour l'étude du centrage et tout ça, parce que bon, nos amis les Européens, parfois ils cachent de certaines choses. Ouais. Tu fais ton calcul, un bon calcul. Ouais. Il y a des constances, des imprévus que tu ne mets pas. Eux, ils le savent. Il faut bien connaître les choses. Il faut bien connaître. Et c'est ça aussi. Il faut se connaître soi-même aussi. Faire confiance, donner confiance, permettre à l'autre de vous faire confiance. Et je vous dis la confiance que j'ai eue de la part de ces gens. Et quand je reviens ici, j'étais maître à bord ici, au point de vue tout ce qui est centrage. Quand je n'étais pas là, c'était compliqué. Et donc voilà, c'est pour parler un peu. Voilà, vous avez bien compris, vous êtes en train de suivre votre émission Ecopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 20h10 et la rediffusion, c'est le vendredi. Bonjour à vous tous qui nous suivez le vendredi dans la journée. L'invité de ce soir, c'est M. Sasanzila Raphaël. Il est président de la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Il est aussi propriétaire de la ferme agro-pastorale de Diboulou. Nous sommes au Congo central. Nous sommes en train de parler de son parcours. Je crois que vous êtes en train de suivre un parcours très simple, mais assez intelligent. Il nous a expliqué comment est-ce qu'il est né, comment il est parti en Europe, il est rentré, le travail ici, l'adaptation. Et nous sommes pratiquement dans cette deuxième partie de notre émission. Allez, Papa Sassa, ici, maintenant vous revenez au pays avec des avions assez neufs. Vous faites comment? Oui, donc, cette première partie que vous venez d'achever de parler, c'est que le service civique est rendu à l'État ce que l'État m'avait donné. Et du coup, je reçois un avis comme quoi il y a une société belge installée ici qui veut lancer ses activités et avoir des ingénieurs de bonne portée. Voilà. Et je me retrouve ici au concours à la Chanic. Chanic Metal, qui est un groupe qui relève du groupe Chanic de la Société Générale de Belgique. Et donc, je me trouve ici, je passe mon examen, je suis loué, je suis retenu. Mais un peu à contre-cœur parce que j'aimais bien aussi l'aviation. Vous commencez déjà à vous plaire là-bas. Vous avez eu des formations. Vous êtes tissé des amitiés avec des amis, des collègues aussi. Des collègues, et avant de partir, mais j'ai formé un peu l'équipe ici pour les centrages. J'étais maître à bord, j'étais heureux. Mais les conditions qu'on m'offrait à Chanic, c'était plus offrant en fait. Il n'y avait pas de comparaison. Vous venez d'une petite maison, je ne sais pas, quelque part, là-bas, on vous donne une grande maison, une villa. Ici, à Galima, ici. À Kalina à l'époque. À Kalina et tout ça. 4 travailleurs et tout ça. C'était vraiment tentant. Je dis ça, c'est difficile de refuser ça. Je vais aller dire à madame que j'ai refusé voilà, l'offre qu'on m'a donnée. Là, je crois que c'est un problème. Alors bon, je rentre à la Chanic. Effectivement, à l'époque, c'était déjà le lancement des grands projets. Dans la climatisation centrale, les ascenseurs, les bateaux. Et moi, on me met justement comme jeune ingénieur au département Chanitec qui devait s'occuper de l'installation de nouveaux bâtiments, Sozacom. Ah, Sozacom. BCDC, Hôtel des Monnaies. C'était des grands chantiers, ça. Ah oui, c'était affreux. Et là, je me suis confronté aussi
avec des réactions des ouvriers, parce que la Chanique c'était des Européens en fait, des ouvriers européens, des chantiers. Mais quelque part, il y avait quand même une relation humaine qui était là, qui faisait que, bon, il y avait quand même, si vous voulez, une facilité de contact, parce qu'il y a aussi, ils reconnaissaient votre expertise, puisque j'avais étudié chez eux aussi. Donc vous avez les mêmes diplômes, ouais, vous connaissez leur milieu aussi. Ouais. Et du coup, donc, je fais mon département là et tout ça. Entre-temps, moi-même, j'avais mes affaires à moi aussi. Ben, j'aimais bien faire aussi mes affaires. J'avais des business privés, des taxis, ouais, par là, et tout, par là. Et à ce moment-là, je rencontre le groupe Chanique, un Français aussi. Un Français qui était au niveau de tout ce qui est matériel Caterpillar, les engins Caterpillar. Il dit, j'ai confiance en toi. Moi, j'ai une possibilité de monter une entreprise navale, une entreprise de transport fluvial. Il m'intéresse aussi. Je dis, moi, les taxis, moi, j'étais bien avec mes... Mais oui, il m'emmène encore, ces messieurs-là. Je vais tenter, quoi. Et cette tentation-là a été une bonne tentation parce que ça m'a permis d'avoir une envol aussi. J'avais un pousset de 190 chevaux, une barge de 200 tonnes. Ce monsieur, c'est un ami, Gérard Wartel. Oui. Donc vous avez fait pratiquement le grand de votre parcours au niveau de la Chanique, où vous avez acquis de l'expérience, parce qu'on va aller un peu vite, on fait signe que il nous reste 15-20 minutes. Ah oui, d'accord. Oui, donc Chanique vous a encore formé, vous avez beaucoup appris. Après, vous êtes devenu pratiquement un expert. Personnellement, vous avez eu à conduire des grands chantiers aussi? Oui, je vous dis, pour arriver vers la fin de ce parcours-là de travail, c'est qu'à un moment donné, on regarde, moi on me dit, tiens, ben, il connaît bien le bateau aussi, on va le former. Maintenant, à ce moment-là, directeur du chantier naval, du groupe Chanique. Et à ce moment-là, quand les Européens étaient partis lors du pillage, on me dit, il faut quelqu'un pour gérer le grand département du chantier naval. À l'époque, moi, j'avais 700 personnes au chantier naval. 700 personnes? Ah oui. Et je suis resté. Et quand les Blancs sont revenus, j'ai trouvé que le travail était bien fait et tout ça. Mais il y avait un grand projet à un moment donné du marché commun, là, ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, la FED. FED. Le projet, c'est quoi? Des microcentrales. On voyait que le pays n'avait pas de ressources énergétiques et tout ça, à Paringa. Il fallait faire des centrales, un peu de microcentrales partout. Mais qui va-t-on lancer dans ce projet-là? J'ai pas de chance de ce côté-là. Peut-être une chance. On récupère encore. On me récupère pour faire la centrale. C'est comme ça que j'ai fait 4 ans. Kinshasa, Goma, Kivu. Ah, vous avez sillonné le Congo profond cette ah fois-ci. Oui, non. Et puis j'ai mené cette centrale jusqu'au bout et cette centrale fonctionne aujourd'hui. C'est fait la fierté du groupe Chanique. Ah, c'est où ça? C'est en fait, quand vous êtes à Goma, vous êtes à Rutshuru, Kanyabayonga, Kanyabayonga, Lubero, vous arrivez à Butembo. Avant d'arriver à Beni, donc il y a Butembo, et sur la hauteur de Butembo, il y a Butoué. Et cette centrale s'appelle centrale de Butoué. Vous êtes parmi les artisans. C'est ma centrale. Ça, c'est votre bébé, quoi. C'est mon bébé. Et ça m'a permis d'être dans la profession comme professeur à l'ISPT, tout ce qui est thermodynamique, tout ce qui est... Vous avez dispensé encore le savoir? Je continue à dispenser en temps partiel à l'Institut pédagogique technique, l'ISPT. Alors, le deuxième événement que je vais vous dire pour clôturer cette affaire-là, le deuxième événement que je voulais te dire... C'était au nord de la République, à l'Équateur? C'est-à-dire que quand j'ai fait tout ça, j'ai fait un vademecum avec tous les pistes, tous les sites qu'on peut aménager. Je faisais partie à un moment donné du Conseil national de l'énergie. C'était une institution qu'on avait créée où il y avait la présidence. Conseil national de l'énergie. Il y avait la présidence, il y avait nous. Il y avait des idées à l'époque. Hein. Oh, il y a le Vika, l'ingénieur Vika qui est venu après à la SNEL, il y avait la SNEL et tout ça. C'était un groupe de gens. Des intellectuels, des ingénieurs qui réfléchissaient sur l'énergie. Ce moment-là, Inga était déjà en fonctionnement, le barrage d'Inga. Et à la tête de ça, il y avait Bissegui Mana, qui était lui aussi polytechnicien. Voilà. Et donc à la fin de tout ça,
je demande ma retraite. Je dis, je dois prendre ma retraite. C'était très difficile d'avoir ma retraite. Et ce qui m'a marqué dans ma vie, mon frère, c'est que le blanc s'est capitalisé, sait reconnaître les valeurs. Le jour de mon départ, c'est le 21 janvier, tout Chanique était fermé. La grande manifestation avec tous les directeurs, le président d'état général, tous les travailleurs, les vétérans, tout le monde était au chantier naval, c'était la grande fête, mon départ. Le grand départ. Ah oui, le grand départ. Là, vous avez laissé beaucoup de jeunes que vous avez formés, qui ont fait du choix. C'était pas facile de se séparer. C'est toute une vie, ça. Toute une vie. Et ça, c'est vraiment le deuxième événement qui m'a marqué dans ma vie. C'est que tu vois tous ces blancs-là réunis, tous ces gens, les travailleurs. Et alors, on m'a donné un cadeau. Un grand cadeau. C'est dommage que c'est derrière moi. C'est un éléphant fondu à la Chanique. On va prendre ça en image à la fin. L'éléphant, ça c'est le symbole de la générale de Belgique. Ah. Là, vous voyez la BCDC, il y a l'éléphant. Il y a l'éléphant, voilà. Nous, il y avait l'éléphant. Ah, c'est ça, je comprends. Et alors, on m'a offert ce cadeau-là, à mon honneur, avec des discours tellement émouvants. Je remercie le Seigneur pour ce jour. Maintenant, vous êtes dans la commission, président de la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques. Concrètement, c'est pourquoi vous dites que les mentalités ont changé, la pyramide est inversée, il faut revenir dans les valeurs. C'est quoi, en fait Vous savez, c'était lors de la visite pastorale de Jean-Paul II, en 80. Le pape. La sainteté Jean-Paul II. Il est venu ici, il a parlé pour l'Afrique. Reçu par Mobutu à l'époque, il dit, les intellectuels, ils avaient un rôle éminemment important à jouer. N'attendez pas que les étrangers ou les autres viennent réfléchir pour vous. Vous pouvez prendre votre destin en main. C'était en 80. Un message fort. Un message fort. Et nous avons à l'époque le cardinal Maloula. Emblématique. Et en 81, il crée, en disant les intellectuels, vous devez réfléchir sur votre destin. Il a créé la commission des intellectuels. Et nous avons retenu, comme la visite est au mois de mai, chaque année, cette commission-là prend une semaine entière de réflexion. Il y a des professeurs d'université, des trucs qui viennent parler. Mais le mal du Congolais, on ne lit pas beaucoup. Oui, c'est ça. On ne sait pas lire. Chaque année, il y a une brochure comme celle-là qui sort, une brochure qui réfléchit sur un thème, ou sur deux ou trois thèmes. Bien spécifique. Vous avez eu comme des pères Wawa, des professeurs d'université, les Mabi Moulumba. Il n'y a pas de vulgarisation aussi. Mais justement, avant on appelait cela émergence. Il y avait une revue qu'on appelait émergence. Et nous appelons les actes. Aujourd'hui, ce sont les actes de la commission d'intelligence. Chaque année, il y a des actes qui sortent. Mais qui le lit? C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, moi, je suis une dizaine d'années, je suis dans cette... Vous réfléchissez. Réfléchissez. Et maintenant, je crois que le cardinal Fridolin a estimé qu'il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans les choses. Il faut rajeunir les équipes. Et nous allons arriver au vote, aux élections, pour les bureaux de César, oui. Okay. Pour remplacer un peu, pour nous remplacer, de prendre les plus jeunes et de mettre sur des postes lourds de responsabilité. Il faut des moyens, il faut tout ça, mais voilà. C'est pour expliquer un peu cette commission, la sensibilisation des intellectuels sur la prise en main de leur destin. Je voulais, maintenant, nous tendons pratiquement vers la fin, le regard d'abord d'un Congolais qui est parti des années d'avant l'indépendance, qui a vécu l'indépendance, qui est parti à l'étranger, qui est revenu, qui a travaillé, qui a vu les choses évoluer positivement ou négativement pour le pays, donc dans la durée. Vous êtes un acteur majeur pour ce pays, un intellectuel avéré. Le regard que vous avez aujourd'hui par rapport à votre pays, qu'est-ce qu'on doit faire si vous avez un conseil à donner? Ouais. Vous savez, moi je vous dirais que chaque peuple
Ce qu'il vit aujourd'hui, en fait, c'est le résultat de ce qui s'est passé dans le passé. Parfois, ça laisse des traces. Je vous l'explique pas, je ne vous le donne pas de nouveauté pour dire que nous avons eu, par exemple, 5 siècles d'esclavage, 100 ans de colonisation. On a un peu retiré notre humanité quelque part. Il faut la découvrir. Et donc 60 ans, c'est qu'il y a 60 ans après l'indépendance, plus de 60 ans, c'est comme si nous n'avançons pas. Très important de le dire. C'est compliqué. Et donc nous sommes restés un peu sur le paradigme ancien. Et c'est ça que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut un peu que, quand on voit l'autre pays, tout ce qu'ils mettent comme industrie d'intelligence pour réfléchir sur tous leurs problèmes, nous avons intérêt à nous dire Macron stop. Ça c'est l'idée Moubeng qui le dit. Macron stop. Réfléchissons un peu. Un examen de conscience individuelle mais aussi collectif. Vous dites il y a un problème. Nous allons où? Nous allons où? Voilà. C'est ça le problème. Et donc, je me dis, ce stop-là, c'est pour dire il faut se mettre autour d'une table et réfléchir. On dit oui, mais autour d'une table, c'est bien, mais combien de conférences nous n'avons pas déjà fait? Combien de discours et tout ça? Non, le stop qu'on veut marquer là, c'est pour dire quel est le pays que nous rêvons aujourd'hui. Le modèle. Le modèle du pays que nous rêvons aujourd'hui. Vous comprenez? Et savoir que nous avons besoin de chemin de fer, nous avons besoin de routes. Imposer à tout gouvernement, voilà, à tout gouvernement qui vient pour dire, ça c'est la colonne vertébrale. La clé, la clé de tout. Tout gouvernement, quelle que soit votre tendance, vous devez rester sur la ligne. Montrer qu'il y a une augmentation de pourcentage de recettes en énergie, l'eau, l'électricité. Montrer vraiment qu'il y a eu évolution pendant votre exercice. Et ça, je crois que c'est ça que je dis, je vais peut-être arriver par là pour dire, la rencontre que nous voulions, que nous avons toujours souhaité, c'est de dire, on se met autour d'une table. Il y a le pays que nous rêvons. Il faut l'établir déjà. Établir, le préparer. Voilà. C'est comme un rêve. Qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Et alors après cela, quand le rêve est établi, il faut le matérialiser, il faut le réaliser. Et c'est là où je dis à ce moment-là, il faut des visionnaires, il faut des dirigeants, il faut un profil. Quand on a fait un profil pays, un robot pays, un profil de leader que nous devons avoir. Très important. Tu vois, des leaders qui ont le savoir, le savoir-faire. Faire des prévisions en fait. Voilà, le savoir-faire, le savoir-faire. Et pas des politiciens qui vous disent, nous faisons pour le peuple. Non, si vous faites pour un peuple, c'est pas le peuple s'en fout. Il faut faire avec lui. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Ah, c'est ça la différence. Vous voyez la nuance qu'il y a. Nous faisons pour le peuple. Non, si on fait pour un autre qui n'a pas besoin, il va le détruire. D'accord. Faites-le avec lui, on l'associe en fait. Il faut l'associer. Cela veut tirer de bénéfice. Et à ce moment-là, ce sont ces leaders-là, ce sont eux qui vont faire la construction, la matérialisation. Et alors, ce que je vais terminer par là pour dire, il faut éviter aussi la méfiance. Le Congolais se méfie de son frère. Ah, ok, c'est capital ce que vous êtes en train de dire. Se méfie de son frère. Vous voyez? Et le mal, il ne faut pas toujours penser aux autres. Le mal, c'est nous-mêmes aussi. C'est nous-mêmes aussi. Parce que quand vous voyez des petits pays comme, je ne vais pas citer les noms, qui perpétuellement nous attaquent, c'est quelque part, il y a des faiblesses internes. Il y a des choses qu'on doit revoir. Et ça, le Congolais doit faire un effort par rapport à ça. Merci beaucoup, Papa Sassa. Je vous dis que c'est pas facile d'échanger avec vous parce que vous êtes vraiment une mine d'or, je vous le dis sincèrement. Et aujourd'hui, je crois que ce que vous avez dit, beaucoup vont le suivre, ou sont en train de vous suivre. Et vous aurez compris. Au fait, c'est l'amour du pays, réfléchir du pays, et le pays a besoin de tout le monde. Vous avez suivi, c'est un intellectuel, mais qui a travaillé avec tout le monde. Sans tabou, pas de tribu, avec tout le monde, les intellectuels, les diplômés, les non-diplômés. Tout au long de son parcours, il n'a fait que travailler. Et il a travaillé avec tout le monde, et il a travaillé partout à travers la République. C'est un peu ça l'exemple que les anciens nous donnent. À nous de prendre et de regarder ce qui est bien
pour préparer l'avenir de demain. Papa Sassa, je crois que nous allons revenir peut-être dans un avenir proche, 5-6 mois, peut-être une année après, pour essayer de prendre encore d'autres secteurs où nous allons nous pencher. Ou encore revenir sur votre mission des intellectuels catholiques. Là aussi, nous allons maintenant parler des actes de l'émergence. Qu'est-ce qui se fait concrètement? C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup. C'est pareil pour moi aussi. Vraiment. De vous avoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques, propriétaire de la ferme agro-pastorale de Diboulou au Congo central, avec qui nous avons échangé sur l'avenir, sur le devenir, sur l'esprit, le mental fort. Être discipliné, mais être travailleur aussi et aimer le pays. La rediffusion de cette émission, c'est le jeudi, le vendredi à 8h30. Mais cette émission continue sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez télécharger quand vous voulez. Les amis des États-Unis, du Congo central, de l'Équateur, l'exploit d'Équateur, Bandoudou, l'Asie. Vous pouvez suivre cette émission en direct. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Nous allons les transmettre à Papa Sassa. Allez, je vous dis merci, prenez bien soin de vous. Merci à toi Freddy Takidi à la prise de vue. Merci à toi Joël Pembele. Merci à toi Tony Binda. Allez, on se revoit pour la semaine prochaine. Merci.